chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver encore sur le plateau de RTV Africa, sur notre émission RTV Africa Show. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous vous amenons un invité de taille, un invité spécial qui fait partie intégrante de la diaspora et qui a écrit un recueil de poèmes nommé Delia. Cet invité se trouve être Monsieur Makan, Mamadou Kane. Comment allez-vous, Monsieur Kane? Ça va, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Je vais vous laisser un peu le temps de vous présenter à nos chers téléspectateurs, dire qui est Makan et comment vous êtes arrivé à venir à ce projet qui consiste à écrire un recueil de romans. Merci Ben, je te remercie. Je remercie surtout ton équipe. C'est pas évident de consacrer son samedi à la littérature. Absolument. C'est très difficile pour un homme de se présenter. Qui es-tu? Je suis un Sénégalais, grandi dans le Fouta. Je suis né le 6 décembre 1957. Cela veut dire que j'ai traversé le demi-siècle déjà. Au cœur du Fouta, sur le fleuve Sénégal, qui est un lien. Aujourd'hui, c'est une frontière. Absolument, absolument. Donc, j'ai fait surtout le tour du Sénégal. J'étais très mouvant parce que dès le très bas âge, je n'ai pas fait ma jeunesse dans le Fouta à proprement parler. Je connais plutôt le Ndiambour et le Kayor, où j'ai fait l'école primaire, après cela au lycée, le Faidherbe de Saint-Louis, après cela c'est le bac, à l'université de Dakar, dans le mouvement étudiant, où véritablement ce recueil est né. Et après cela, c'est les études supérieures. Je suis arrivé avec la diaspora déjà en 1996, une grande rupture avec le pays pour venir à New York. À New York également, où j'animais également le programme radio communautaire pendant 10 ans. Et également, lorsque les événements tragiques de septembre 11, j'ai été un témoin particulier, parce qu'ayant travaillé là-bas, et ensuite ayant des frères africains comme Mohamed Diawara de Côte d'Ivoire qui sont décédés lors de ces attaques-là, dans ce Tower Nord. Et en l'an 2000, où je fais partie de ceux qui, les premiers, ont travaillé au Memorial Museum en septembre 11. C'est un événement qui est d'ailleurs d'actualité parce que, pour rappeler à nos chers téléspectateurs, c'est demain le 15e anniversaire. Donc, voilà. Mais à l'ouverture, justement, à l'ouverture de ce muséum, j'étais là. Le premier jour, j'étais le seul francophone dans le staff quand Obama venait visiter ces lieux-là. Okay. Donc voilà, au cours de notre entretien, certainement, nous y reviendrons. Absolument. C'est donc une histoire depuis le Sénégal, depuis votre enfance. Et cela va me permettre de poser la première question qui consiste à vous demander le pouvoir de la poésie. Merci bien. Une grande question qui est une question philosophique. Pour y revenir, parce que la poésie, c'est l'instrument, langage le plus puissant pour véhiculer son message. Bien évidemment, nous sommes au XXIe siècle maintenant, à l'ère du numérique, avec nos enfants qui jouent avec les iPhone 7. La poésie est en train de mourir. Donc, le support langage est très varié, diversifié, de telle sorte que les poètes aujourd'hui même sont identifiés à des rêveurs, de tout temps d'ailleurs. Rappelons que l'humanité, la poésie, c'est l'expression première de l'homme. Première. Dans notre Saint-Coran, à travers notre message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà il y a un verset spécial sur les poètes. Ce que doit être le poète, la poésie, tout simplement parce que la poésie est née avec l'homme. C'est là où d'ailleurs je ne suis pas souvent d'accord avec nos aînés, nos pères que je respecte beaucoup, comme les Léopold Sédar Senghor. On y reviendra. Qui ont défini civilisation et culture à leur manière. Pour moi, la poésie, c'est une expression culturelle,
mais qui précède et succède la civilisation. L'homme est né, donc nous avons 3 grandes étapes de l'humanité, l'histoire de l'humanité, comme vous le savez, la sauvagerie, la barbarie, la civilisation. La sauvagerie, c'est donc à l'état faible des moyens de production. Depuis que Adam et Ève sont nés, vous le savez très bien, nous sommes passés par la cueillette, la chasse, et ainsi de suite. Les forces productives n'étaient pas très développées. Il fallait effectivement que l'homme survive dans le cadre sauvage. Tous nos ancêtres sont passés par les cavernes. C'est pourquoi il faut que l'humanité connaisse, que les enfants connaissent l'histoire pour combattre le racisme et les inégalités. Après la barbarie, après la sauvagerie, il y a eu la barbarie, avec les clans, les tribus, un faible développement de la production, des ressources, qui a créé les familles, et ainsi de suite. Les gens allaient donc des conquêtes. Et jusque maintenant, la civilisation qui est la 3e étape, avec la naissance des États esclavagistes au Moyen-Âge, des États modernes d'aujourd'hui, les monarchies, jusqu'à l'État démocratique. L'apparition des nations. Mais avant tout ça, on a vu donc les sciences, les mathématiques et tout ce qu'on veut, mais la poésie est venue avant tout cela. Parce que c'est la poésie qui a humanisé l'homme. De cet instant qu'il n'est plus barbare, il n'est plus sauvage, il n'est plus barbare, il commence à avoir un surplus de production, à exprimer, à voir la beauté telle qu'elle. Absolument. À voir les étoiles, à commencer à chanter, à s'humaniser, à chanter la femme et la beauté et de l'amitié. Absolument. Et cette beauté que vous parlez, cette beauté dont vous nous parlez à présent, nous amène à un peu mentionner la spécialité de cette invitation, du fait que vous êtes immigré, vous faites partie de la diaspora, et qu'on se dise que la diaspora n'écrive pas. La diaspora, c'est rare de voir un immigré écrire il y en a, mais c'est une petite portion. Et vous faites partie de cette portion. qu'est-ce que ça vous fait de oui, d'accord. La diaspora, elle est multiforme. Bon, personnellement, dans ma petite expérience, j'ai vécu à New York. Nous avons une diaspora aussi intellectuelle. À New York, pour la petite histoire, j'ai vécu entre des amis, comme le cousin d'abord Ousmane Khan, qui a produit beaucoup de livres. Il est maintenant à Harvard University, des livres sur l'islam. Ils étaient à Columbia University, c'est pour t'expliquer l'environnement. Avec les Linda Beck, qui est du corps de la paix, qui enseigne à l'université de Maine. Ousmane est à Boston. J'ai eu donc, malgré les difficultés à New York, de fréquenter ces gens-là. Et j'ai été de temps en temps, plusieurs fois d'ailleurs, invité par Columbia University à jouer le rôle de consultant, de faire des interviews comme vous le faites actuellement, surtout post 9/11 après les attaques. Donc nous avons vécu dans le milieu à New York de réflexion également. Nous organisons de temps en temps des réflexions, des conférences. À chaque fois qu'un intellectuel d'un certain niveau quittait le Sénégal, bien évidemment la politique prenait beaucoup le dessus, mais nous avons eu beaucoup de conférences à New York. Moi personnellement, j'étais pendant 5 ans président de la commission éducation et culture de Polar Speaking Association. J'accueillais tous les grands intellectuels qui venaient, et dans ma radio également, comme vous le faites, j'interviewais tous ces gens qui venaient. Et il faut notamment préciser que le fait de ne pas écrire, c'est pas dû au fait qu'on est intellectuel ou pas, mais seulement au temps. Au temps, parce que vous savez, la vie des... Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Parce que pour écrire, il faut avoir le temps. Quand on est pressé par le besoin de vivre et de survivre, surtout un immigré, nous connaissons très bien que vous ne pouvez pas rester une semaine couché parce que les billes attendent. C'est vrai, c'est un grand défi pour écrire. Mais également, il faut dire que nous avons une part de notre culture aussi. Nous sommes une civilisation orale. Nous parlons beaucoup plus que nous n'écrivons. Donc nous sommes venus avec ça également. La France, par exemple, où l'immigration intellectuelle sénégalaise est beaucoup plus présente, nous avons beaucoup de production sur les immigrés. L'immigration sénégalaise aux États-Unis, elle est jeune.
C'est peut-être, on dira, les Battling Siki, Mbarik Fall qui étaient là, mais c'était des boxeurs. Ceux qui sont venus également ici, à part les universitaires, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Bon, maintenant on parle de circulation des cerveaux. Bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'un émigré type, l'émigré que je qualifie d'émigré vrai, c'est celui qui vient du Baol, du Cayor, ou du Fouta Matam jusqu'à arriver ici. Ces gens-là, les 80% peut-être n'ont même pas fréquenté l'école. Oui. Donc la production est très lente. Mais nous avons également les grands intellectuels qui écrivent, qui ont beaucoup écrit. Les Mamadou Diouf, historiens, et les autres, ils sont très nombreux. Souleymane Bachir Diagne, qui est une référence intellectuelle au niveau mondial. Bon, donc ils écrivent. Mais c'est pas l'échantillon représentatif de l'immigration sénégalaise, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est un défi, mais Delia, pour y revenir, est né au Sénégal, dans le mouvement étudiant. Vous pouvez même le constater. Même si nous avons fait la traversée de l'Atlantique pour venir maintenant poser le problème de la diaspora, la réponse à votre question, c'est celle-là. Je l'ai dit dans Delia ici. Je suis quelqu'un qui n'a même pas le temps de réfléchir. Je ne veux pas être un esclave volontaire. Parce que nos parents étaient des esclaves forcés. Nous sommes maintenant des esclaves volontaires. Et j'ai dit tout de suite à celui avec qui je travaillais, le patron, le boss, j'ai décrit le lundi où tu es véritablement, tu l'as vu dans le poème, le lundi où je suis vraiment un noir, le mardi je suis quelqu'un dont la langue, l'accent est assez bizarre, et le mercredi les senteurs du noir, le jeudi, et donc j'ai pas le temps de faire des heures supplémentaires. Le musulman, parce qu'il y a le 9/11 et ainsi de suite. Absolument. Donc c'est très difficile pour un noir, non pas un noir, pardon, pour un immigré d'écrire. Mais il faut écrire absolument. Une communauté a besoin de porte-voix. Et les poètes, les écrivains, en général, ils sont effectivement les porte-voix de leur époque, de leur génération, de leur communauté. Ils sont des porte-voix, comme vous le dites. Et ça nous permet de faire, j'ai constaté que vous avez déjà fait la transition en passant directement au titre d'Elia. Et j'ai remarqué en lisant votre recueil que ce nom d'Elia revient tout le temps. Delia. Et il se trouve que Delia est le titre de ce recueil. Très bien. Et quel est le sens de Delia? Et que signifie Delia? Très bien. Merci. Parce que Delia, ici, je l'ai pris comme un refrain pour faire des alternations et également pour structurer mon recueil en un seul. Parce que je pouvais faire chaque poème là-dedans, c'est une structure différente de l'autre, et mettre des poèmes avec des titres. J'ai dit qu'il faut absolument que la poésie s'étoffe un peu. J'ai choisi un seul nom, et dans Delia, je te donne le secret ici. Pour moi, Delia, c'est Dieu. Quelquefois, je reviens, je dis Dieu. Mais dans la chanson foutankaise, vous avez entendu Baaba Maal chanter Delia. Bon, mais Delia, c'est rapporté là-bas à des refrains. Quand on parle d'une orpheline, la dureté de la vie, ainsi de suite. Sidi Baylel, qui était un aveugle, c'est lui l'auteur de la chanson. Même si c'est une chanson des villages et des pileuses de mille du Fouta. Alors, ici, j'ai repris ça Delia avec une connotation mystique. Delia. Parce que tout simplement, c'est mon expérience personnelle. C'est quand je choisissais un titre, quand j'écrivais, j'avais pas le temps de choisir tout le temps des titres, j'écrivais dans le brut. Et tiens-toi bien, étant un petit-fils de Saint Tom du Sénégal, musulman par la famille et tout, c'est ici aux États-Unis que réellement j'ai rencontré l'islam. Que véritablement, parce que tu sais, chez nous, tu es facile d'être musulman. Bon, parce que tu te réveilles, c'est le muezzin qui est à la mosquée qui te réveille. Le papa te tape si tu ne pries pas. Mais ici, aux États-Unis, quand tu viens, tu n'as pas le muezzin qui te rappelle l'heure de la prière. Tu n'as pas tout cela. Tu es à toi-même. C'est ici qu'on est testé dans notre foi. Et c'est pourquoi un jour, pour une petite histoire, parce que c'est Delia, l'histoire de Delia, quand je suis venu pour écrire, finir les poèmes, parce qu'il fallait les rassembler et donner un titre. À New York, j'ai dit, j'avais l'habitude sur Bedford de sortir. C'est une histoire qui est vraie. À chaque fois que j'allais au travail,
je descendais le train et la station pour partir prendre le J-train. Et là où j'étais, chaque jour, je rencontrais un grand homme qui était là assis. Et bizarre, chaque matin, quand tu vas au boulot, tous les homeless, les sans-abri, venaient à lui pour récupérer, il leur distribuait du pain et du lait. Et ça s'est passé comme ça pendant des mois. Et un jour, quand je suis venu, je me suis dit, écoutez, ça a frappé mon attention. Comment se fait-il que lui, c'est un homeless et c'est lui qui distribue aux homeless? Vous voyez? Alors, je suis parti un jour, on payait le jeudi, c'est le jeudi qu'on recevait nos salaires, nos paychecks. Alors, je suis venu un jour avec, il y avait un ancien député sénégalais, Mboup, qui travaillait à côté aussi, lui, dans un petit restaurant là. Alors, je suis arrivé moi aussi, j'ai acheté quelques pains et je suis venu lui remettre ça à ce monsieur. Et il m'a dit à Djarama, c'est un poulard qui s'est exprimé à Djarama. Ça m'a un peu frappé encore parce que je suis parti, je devais aller au travail, je n'avais pas le temps de poser des questions. Je suis parti, j'ai dit, mais comment se fait-il que ce bonhomme-là soit un musulman d'abord et un africain? Djarama, c'est dans la langue aussi peul. Il ressemblait à un Guinéen. Alors, je me suis décidé, je me suis dit que moi, à mon retour, si je le vois, je vais lui donner quelque chose de plus important et lui parler. Et je suis arrivé le lendemain avec la détermination de lui donner de l'argent, avec $20. Je suis venu, je lui ai remis $20 et il me dit, tu as le sourire, que Dieu te protège. Vous voyez ça? Et je suis parti raconter ça à un de mes amis. Et il me dit, mais c'est bien, moi je viendrai le voir. Et le lendemain, c'est la dernière fois que je le vois. Cette personne est partie. Disparu. Donc, Delia, je suis venu, j'ai mis Delia. Donc, c'est un secret, quoi. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons le plaisir d'avoir ici Makan qui a publié Delia, un recueil de romans. Et nous profitons pour vous dire que si nos téléspectateurs, si vous voulez juste gagner un prix, ce recueil, vous pouvez répondre à la question suivante. La question c'est qui est l'auteur du roman Le Monde s'effondre aux éditions africaines, Présence africaine. Donc vous pouvez nous répondre par email sur rtvafrica@gmail.com. rtvafrica@gmail.com. Vous allez voir la question déroulée sur l'écran. Vous pouvez prendre le temps de répondre. Et le regagnant aura le plaisir d'avoir ce recueil écrit et avec des autographes de Monsieur Khan. Et puis nous aurons le plaisir de le publier lors de notre prochaine émission. Monsieur Khan, donc vous avez touché à tout. Et en lisant le roman, tout de suite, le lecteur se rend compte que vous avez diversifié les styles. Quel est votre style spécifique? Exactement. Là également, ça renvoie aux écoles. Pour moi, la littérature, comme on le dit, doit être une littérature engagée ou n'être rien du tout. Et il n'y a pas... La poésie en elle-même, c'est la beauté. Quel que soit le langage, ce qui diffère la poésie de la prose, c'est la beauté. Pour écrire un poème, parce qu'on reconnaît immédiatement ce qui est poétique et ce qui ne l'est pas. J'ai choisi quelquefois un langage très dur, qui est très politique, de dénonciation, parce que tout simplement, à l'époque, j'ai traversé le parti unique d'abord, et l'époque des années de braise, à l'université où c'était très chaud, je faisais partie donc du mouvement étudiant, un élément très actif là-dedans. Si beaucoup de poèmes qui sont là se retrouvent, étaient affichés en 1982 sur les murs de l'université dans notre fameuse grève, beaucoup de ces poèmes étaient affichés dans les murs, poèmes des heures de pointe, ça s'appelait, pour dénoncer à l'époque. Et quand ça passe, je revenais aussi au Fouta en vacances. Et je revenais, j'étais à Thiès aussi, si vous remarquez. Et là, j'ai trouvé une injustice criante sur les jeunes filles. J'ai été témoin où on mariait des jeunes filles à l'âge de 9 ans,
d'autres qui étaient mariage forcé, ou même d'autres qu'on venait voler, arracher à la famille pour l'amener chez le mari. Bon, et ça, c'est donc une phase de dénonciation, d'indignation qui est exprimée ici. Et vous avez même parlé des protocoles compliqués pour demander la fille à la page 64, quand vous dites le protocole d'Elia, le protocole est compliqué. C'est très compliqué d'une fille peule. Voilà, c'est très compliqué. Pour te dire que dans ma démarche, dans la structure de la poésie, il y a plusieurs tonalités. Il y a plusieurs niveaux de rythme, mais il y a également, le message est très varié. Parce que quand je lance une pique à la société ou à mon entourage, j'en reviens à Dieu. Et comment vous situez cette œuvre dans le mouvement littéraire alors? Dans le mouvement littéraire, je me réclame de moi-même. C'est pourquoi... C'est-à-dire qu'il faut dire que la poésie, telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, si elle veut survivre à la modernité, il faut qu'elle agisse entre les interrogations et des prises de conscience, des dénonciations, mais également il faut que cette poésie offre une convivialité universelle où les gens, tout le monde se réunit. Si vous prenez par exemple dans la mystique, quand je vous parle, quand je dis que je sors d'Elia, parce que dis-moi les mystères entre midi, les mystères de midi, où vraiment les fleurs sont contentes, mais le silence dans les cimetières, tout est mystique dans le monde où nous traversons. Et ce qui délaisse le spirituel, se retrouve dans le néant parce que ce sont les suicides, ce sont les stress, ce sont ainsi de suite. Et je trouve un moyen, pour moi, de convaincre mon lecteur en tout cas, que la solution de tout, c'est la religion, c'est la foi. C'est la foi. Si on a la foi, on peut tout réussir et tout traverser. C'est ce qui justifie à chaque fois que je fais une rupture, la foi protège du froid. Donc peut-on dire que c'est la foi qui vous a le plus influencé dans la littérature africaine? Bon, au départ non, parce que j'étais un révolutionnaire moi. C'est que les philosophes sont partagés entre deux écoles. Vous avez parlé de foi, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Non, elle est pertinente. Je ne sais pas si je devrais dire, est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui vous a influencé dans la littérature africaine pour... Parfaitement. Moi, j'ai des personnes que j'admire, que je respecte, qui m'ont inspiré également. Par exemple, David Diop, il n'a pas écrit de grands ouvrages comme ça, c'est petit ce qu'il a écrit, mais qui m'a beaucoup influencé. Parce que c'est un poète très engagé, mais ensuite qui est très ancré dans l'Afrique. Et ça m'a beaucoup influencé. L'autre partie, qui est d'ailleurs, votre question est très pertinente, c'est que celui qui est engagé, le poète engagé dans la lutte pour le développement, en tout cas pour l'émancipation du peuple, doit nécessairement avoir un langage qui puisse vraiment traverser non seulement les siècles, universel, il ne faut pas que ça soit comme le langage journalistique, mais également il faudrait que ça soit un style personnel. Je ne pouvais pas prendre d'autre style que d'être moi-même, parce que si je cesse d'être moi-même, je deviens un copieur, bon, ou un noircisseur de papier, et ça n'ira pas loin. Et à chaque fois aussi qu'un livre sort, un poète, ça pose des problèmes réels. Les premiers problèmes que tu as, c'est avec les poètes, c'est avec l'ordre établi. Absolument. Parce qu'on y reviendra. Absolument. Moi, je suis né... Je sais qu'on a trop de choses à dire à propos de ce recueil. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion encore de vous avoir sur notre plateau pour faire un truc plus large. Mais juste avant de passer, je voudrais poser une question par rapport au mémorial des empreintes. Vous avez parlé, vous avez cité des villes, des lieux où vous avez visité. Quelle est votre relation et vos connexions par rapport à ces villes? Est-ce que c'est seulement ces villes que vous avez visitées? Voilà, merci. Ça, seulement, c'est une bonne question. Et effectivement, j'ai écrit des poèmes là où des villes qui m'ont marqué, véritablement. Thiès, par exemple, où j'ai fait mes études. Sakal, où j'ai créé l'école primaire. Saint-Louis, parce que c'est là où j'étais au lycée Faidherbe aussi. Alors,
ma ville natale, mon terroir d'amour, comme je dis, tout ça. Maintenant, il y a des villes comme Paris où je suis passé presque une semaine tout simplement. Et pour des raisons qui m'ont amené, lors du bicentenaire de la Révolution française, on a fait une délégation sénégalaise, on était allé là-bas, dans le cadre des délégations. Moscou, n'est-ce pas? Moscou également, Pyongyang, Festival mondial. Parce qu'on était venu dans des délégations, même si tu restes 2 semaines, c'est une semaine intense d'activités qui fait que tu fais des rencontres avec des étrangers, c'est des conférences, c'est là où j'ai rencontré les Wole Soyinka, c'est quelque chose d'extra. Mais cela ne veut pas dire, il y a des villes où je me suis rendu où je n'ai pas écrit, comme la ville de Milan d'ailleurs. Quand j'ai terminé la ville de Milan, je suis allé là-bas l'année dernière, ça m'a frappé. Lors de l'exhibition universelle Miami par exemple aussi, où véritablement c'est presque le Sénégal, j'étais allé là-bas représenter mon pays dans le cadre d'un projet de Dakar Miami Gateway. C'est des villes que je n'ai pas mentionnées. Denver où je suis allé aussi, qui m'a beaucoup marqué parce que la communauté sénégalaise là-bas est forte. Et je suis allé dans des prisons où j'ai trouvé des gens, j'ai même écrit, mais c'était déjà publié. Donc c'est les villes, les empreintes, comme on dit chez nous, chez les Wolofs disent que peuple faut dire war nañ fa gis sa marque. Donc il faut absolument chanter nos villes, parce que c'est les rencontres, les voyages, les rencontres qui font effectivement à chaque fois que je rencontre une personne qui est intéressante. J'ai même écrit des personnes, j'entends des personnes qui sont comme ça, des marabouts surtout. Et là on découvre le Monsieur Khan Globetrotters. Et bon, je sais que notre émission tire à sa fin, mais il y a des questions qu'on ne peut pas s'empêcher de demander, telles que je sais que vous êtes... Est-ce qu'il y a une œuvre en gestation? Oui. Quel en sera le thème? Mais oui, cette fois-ci sera une prose, parce que c'est mon devoir, j'ai eu une certaine expérience. Il faut remercier également celui qui m'a fait confiance, le président Macky Sall, avec qui j'ai cheminé dans le combat jusqu'à arriver ici. J'ai aussi un devoir de restitution par rapport à la diaspora. Donc, une œuvre d'essai, recherche qui fait le décompte de toutes mes émissions que j'avais fait, les interviews avec la diaspora, nos immigrés, les difficultés que nous rencontrons. Vous nous gardez l'exclusivité? Bien sûr, avec les statistiques, parce que l'État ne peut pas avoir de statistiques pour la diaspora, c'est très difficile. Mais nous avons des acquis, nous aurons nos représentants, des députés, nous aurons tout. Mais ça suppose que l'on s'organise, ça suppose également que la diaspora ait une plateforme. Cette plateforme-là, c'est comme vous, ce que vous faites dans vos associations, que nous essayons de faire quelque chose. Donc j'écris ça pour tout simplement faire une esquisse d'analyse, en tout cas, des émigrés sénégalais aux États-Unis. Ça, c'est tout simplement, j'essaie, compte tenu de ce que j'ai, je vois les fiches électorales, le nombre de 9100 qui sont inscrits. Et ceux qui me viennent maintenant, depuis quelque temps, le président a demandé que tous les éléments de la diaspora, qu'il y ait une banque de données pour les intellectuels, les talents. Il y a des gens qui commencent à envoyer leur CV, ainsi de suite. On va essayer de voir tout ça, parce qu'on ne peut pas développer, on ne peut pas amener la diaspora à faire partie de l'émergence sans savoir exactement ce que nous faisons, combien nous sommes et quels sont les besoins. Ça, c'est important. Maintenant, il y aura aussi une prose, un livre de prose, je mets ça un roman. Ça aussi, j'espère que ça va sortir avant la fin de l'année. C'est très important et c'est une émission entière qu'on va consacrer à ça. Yes. Et vous avez tout à l'heure parlé du président Macky Sall, qui est le président des Sénégalais. Vous avez aussi parlé de la diaspora dans ses besoins, comment impliquer et inclure la diaspora dans la politique de développement de notre chère nation, le Sénégal. Et ça me permet de faire la transition entre le poète que vous êtes et l'homme politique. Monsieur Khan est un homme politique aussi. C'est vrai. Merci pour cette question aussi, parce que vous m'offrez l'occasion de parler à mes compatriotes. Il y a Gandhi qui dit qu'on n'a pas besoin il n'est pas nécessaire d'éteindre les lumières d'autrui pour faire briller la nôtre. Et ça, c'est très important. Nous pouvons réussir
ou en tout cas quoi que nous faisons, la politique, l'art, les chansons, la musique, la force des peuples, c'est toujours d'être solidaire. Que lorsque nous sommes solidaires, chacun d'entre nous recèle en lui un talent particulier, unique, qui est unique. Et il convient justement, le rôle des serviteurs publics, des pouvoirs publics, justement, c'est justement de faire sortir ce qu'il y a de mieux chez autrui. Absolument. Et si nous le faisons, nous allons réussir. Monsieur Kane, le dernier mot. Mon dernier mot, un grand merci. Merci de la vie à vous. Et il faut que Dieu fasse que nous puissions réussir et retourner dans la dignité au Sénégal. Merci, M. Kane. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir tenu compagnie lors de cette émission Africa Diaspora Show, qui vous présente tout le temps, de temps en temps, des personnalités, des hommes, des personnes qui sont en train d'œuvrer pour le développement de la diaspora sénégalaise, diaspora africaine et pourquoi pas la diaspora mondiale. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci de nous suivre. Merci d'être fidèle à RTV Africa, la première chaîne en ligne sénégalaise et africaine. Merci et je vous donne rendez-vous à une très prochaine émission.